Bienvenue dans Makerside, le podcast des salariés qui entreprennent grâce au Side Project. Comment et pourquoi ils se sont lancés en parallèle de leur job? Pour chaque invité, on va explorer en détail son projet pour comprendre ses réussites, ses galères et ce qu'il a prévu pour la suite. Le but de tout ça, aider d'autres salariés à se lancer en parallèle de leur job. Je m'appelle Amine Boissoun et je suis le cofondateur de 10 000heures.fr, le média des salariés qui entreprennent. Pour rejoindre la communauté des créateurs de Side Project, rendez-vous sur samedi.club. Salut Mickaël. Salut Amine. Ça va? Ça va très bien, merci. Cool. Bon, écoute, je suis très content d'être avec toi aujourd'hui pour parler de ton projet. Mais avant de commencer, j'ai une question que je posais d'ailleurs dans certains épisodes de podcast. C'est quoi pour toi un side project? Alors pour moi, un side project, c'est comme une passion, comme ceux qui aiment bricoler leur auto ou faire du jardinage. Mais pour le coup, personnellement, et pour beaucoup d'entre nous, ce sont des projets qui se passent voilà, sur le web, on va dire. Pour moi, un side project, c'est ça, et ça se fait forcément à côté du boulot, donc sur son temps libre, le week-end, le soir, qui peut se transformer en side business. Ouais, cool. Mais du coup, justement, on va en parler aujourd'hui, notamment de ton side project ou de ton side business. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu pourrais te présenter et notamment présenter quelle est ton activité principale avant de rentrer dans ton side project? Ouais. Alors on va commencer par l'activité principale. Moi je suis sales, donc commercial pour un éditeur web qui édite un logiciel SaaS pour les industriels. Et j'y suis venu non pas de par ma formation initiale, parce que initialement moi je suis technicien bureau d'études. Donc j'ai fait un DUT pour entrer dans une école d'ingénieur parce que je voulais pas faire une école préparatoire. Et malheureusement après ce DUT, bon je l'ai eu, hein, c'est un DUT génie mécanique, et je devais rentrer en école d'ingénieur en alternance. Ça s'est pas fait. Donc pas que je n'ai pas réussi le concours d'entrée, mais parce que la boîte qui devait me prendre en alternance m'a fait faux bond à la dernière minute. Donc j'ai fait une licence ensuite en génie des systèmes industriels, et c'est lors de cette licence que j'ai commencé à découvrir le web, parce qu'on avait des cours de PHP. Donc malgré ça, je ne suis pas devenu développeur, mais je me souviens que le prof me disait, celui qui maîtrise PHP, c'était il y a longtemps maintenant, il y a quelques années, hein, il me disait, bon, c'est la porte ouverte à tout derrière. Donc j'avais toujours gardé ça en tête aussi, le fait que de développer ses propres projets en web, ça pouvait ouvrir des portes. Après cette licence, j'ai travaillé, donc comme je disais, technicien bureau d'études. J'ai fait principalement deux boîtes. La première qui est une boîte de conseil en ingénierie et pendant 5 ans, et la deuxième un bureau d'études, là aussi en ingénierie orientée mécanique, et ça m'a permis de travailler pour différents clients sur de la conception de machines spéciales. Et donc moi après ça, donc après 10 ans de travail, de vie professionnelle, j'ai décidé de reprendre les cours. Donc je suis retourné en école en 2016 pour faire une école d'ingénieur en formation continue. D'accord. C'est Ok. ce qui m'a amené sur le job actuel. Ok. Et du coup, est-ce que en parallèle de ça, tu as déjà, à cette époque-là, commencé des petits projets parallèles de side J'avais pas project? vraiment de projet en parallèle. C'était plutôt quand j'étais beaucoup plus jeune, lorsque j'étais au collège, j'aimais bien bidouiller des trucs et bricoler des choses sur mon temps libre parce que voilà, j'ai eu un PC assez tôt et ça me permettait de monter en compétence sur la partie informatique. Donc c'était des projets informatiques, on va dire, mais qui n'étaient pas vraiment viables. Je connaissais pas tout ce milieu indie, forcément, qui est beaucoup plus récent. Donc j'avais pas vraiment eu ça encore à cette époque-là et encore moins pendant que je travaillais. Dans ma vie pro, vraiment, j'avais rien à côté, juste ma vie personnelle et puis les amis. Donc c'est déjà pas mal. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous présenter ton side project? Ouais, ouais. Donc ce side project, ça s'appelle We Love Podcast. Donc c'est une marketplace dédiée aux podcasters comme toi qui ont le besoin de déléguer certaines tâches comme le montage audio, la partie graphique aussi pour créer les assets, les vignettes, les couvertures. Ça peut être aussi de la rédaction de contenu, voilà, transformer un audio d'épisode en article de blog ou alors en contenu court pour les réseaux sociaux tels que LinkedIn. J'ai eu ce besoin qui émanait d'un podcasteur que tu connais. Et donc j'ai décidé de lancer ça par le biais d'abord d'une formation, parce que c'est durant cette formation que j'ai pu mettre les mains dans le cambouis. Et après j'ai gardé ce projet sous le coude pour l'amener à terme. D'accord. Et justement, est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur comment est-ce que t'en es arrivé à trouver cette problématique finalement de se dire, bon, bah, je vais créer une plateforme qui va mettre en relation des podcasteurs et des freelances. C'était quoi le besoin qui t'a mis sur cette voie? Alors, avant d'arriver à ce besoin précisément qui m'a mis sur cette voie, je vais t'expliquer un peu aussi mon parcours technique avant d'en arriver là.
C'est-à-dire que moi j'ai découvert, comme je te disais, j'ai entendu parler de PHP, je me suis formé un peu au web avec GraphiCart sur ces tutos qui me permettaient d'apprendre voilà, l'HTML, le CSS, un peu de JavaScript, mais ça n'a pas été très loin parce qu'il faut du temps pour apprendre. Moi, j'ai découvert les outils no-code. Donc, le no-code, pour moi, ça a été la solution. J'ai découvert ça à l'école. D'abord, avec beaucoup de recul, je ne savais pas trop à quoi ça servait et comment s'en servir, notamment Bubble. C'était en 2018. Et après, dans mon parcours professionnel, j'ai découvert des outils d'automatisation, à la Zapier, voilà, toutes ces choses-là qui permettaient d'automatiser mes process, et ensuite Airtable. C'est seulement quand j'ai su mêler tous ces éléments entre eux, donc Zapier, Airtable, Bubble, et d'autres outils no-code que j'ai découverts sur le tas, que je me suis mis à réfléchir à qu'est-ce que je pouvais faire justement comme side project avec ces outils-là, parce que ça me plaisait beaucoup. Étant frustré de ne pas savoir développer, là pour le coup j'avais une réelle solution pour moi travailler à côté. Et donc je me suis mis aussi à écouter des podcasts, parce que les podcasts j'en ai toujours écouté, mais j'ai écouté du coup des podcasts beaucoup plus nichés, notamment sur les indies, comme le tien, comme Indie Makers de Martin Donadieu. Et c'est dans le podcast de Martin que j'ai découvert Anthony Huckmes, qui a créé, c'est un développeur qui a créé Photo Studio, donc son propre SaaS qui marche très bien, qui a un très bon MRR. Et je me suis dit, tiens, ça serait cool de pouvoir faire aussi, moi, mon propre SaaS en no-code. Et donc pour ça, je me suis formé au no-code via une formation, on pourra en parler tout à l'heure. Et du coup, les deux, voilà, les deux sont là, les deux éléments, les piliers sont là, donc le no-code et les podcasts. Et comme je suis toujours abonné à la newsletter de Indie Maker, j'ai vu dans cette newsletter que Martin cherchait quelqu'un pour l'épauler. Il avait déjà quelqu'un sur la partie montage audio et il cherchait quelqu'un pour écrire les résumés de ses podcasts. Donc moi je me suis proposé, on a fait un test ensemble, ça a bien fonctionné. J'ai fait quelques résumés d'épisodes. J'ai posté sur Twitter le fait que je faisais des résumés. Très vite, d'autres podcasteurs m'ont demandé un coup de main. Donc il y a eu Contournement, il y a eu SaaS Connexion. Et donc bah voilà, j'avais ma petite activité de side business de résumé de podcast. Malgré ça, les podcasts, j'adore en écouter, mais je préfère le faire dans la voiture tranquillement plutôt que d'être derrière le PC à prendre des notes. Donc au bout d'un moment, j'en avais beaucoup trop. Hein. J'avais une douzaine d'épisodes à résumer par mois. Donc il faut les écouter dans leur entièreté. Et je préférais pas vraiment passer du temps derrière l'ordi à écouter des épisodes et être concentré, je préférais apprendre des choses. Donc là, j'aurais dit, bon écoutez les gars, je vais arrêter les résumés, mais par contre, je vois que le besoin est là, le besoin est présent, il n'y a pas que la rédaction de contenu, il n'y a pas que les montages audio, il y a d'autres besoins que vous avez. Moi, ce que je vous propose, c'est de monter une marketplace, une plateforme de mise en relation entre des freelances et puis bon, les gens comme vous qui ont ces besoins-là. Et donc c'est là d'où est née l'idée de créer la marketplace de mise en relation de freelance avec les podcasters. D'accord. Et ça me fait penser à un article qu'on vient de publier sur notre média, du coup, jimiller.fr, qui parle de cette notion de side hustle stack, où en gros, l'idée, c'est de se dire que je vais commencer par un premier side business. Toi, si on fait un parallèle avec ton parcours, ça a été finalement de faire des résumés de podcast. Et à partir de ce premier side business qui fonctionne, parce qu'en vrai, par exemple, tu aurais pu faire le choix de te dire, bah, écoute, je vais devenir freelance à plein temps spécialisé dans les podcasts. Et ben à partir de cette activité-là, tu t'es dit, bon, bah, ok, il y a un besoin et je vais partir sur la création d'une plateforme, d'une marketplace. Mais on en reparlera en plus, je pense, tout à l'heure. Il y a plein de suites possibles à ce projet-là, finalement. En partant d'un premier business, on peut finalement, en fonction de ses choix, de ses envies, bah, aller sur des sujets différents. Ça peut être par exemple un cours en ligne sur comment produire son podcast. Ça peut être effectivement un SaaS, une marketplace, etc. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Bah, effectivement, tu as tout à fait raison, c'est aussi le chemin qui m'a amené à ça aujourd'hui, et je pense qu'on va pouvoir détailler tout à l'heure un peu la manière dont j'ai Ouais. mis en place les choses pour y arriver. Et justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, si je résume, tu es un peu de manière euh, freelance, du coup, sur ce sujet-là. Ouais. Tu te dis, je vais créer une marketplace. C'est quoi ta première action? C'est quoi, qu'est-ce que tu fais en premier maintenant que tu as ce problème et cette envie de le résoudre? Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? La première chose que j'ai faite, c'était cet été, j'ai suivi une formation, un bootcamp sur Bubble, un outil no-code que je ne maîtrisais pas encore, j'avais les bonnes bases, mais je savais que j'étais bloqué parce que je ne savais pas aller dans le fond de chaque chose, de chaque fonctionnalité, et un peu plus loin même. Et je me suis dit, si je veux vraiment me lancer, il faut que je puisse maîtriser l'outil correctement. Donc cet été, j'ai profité de mes congés pour suivre un bootcamp.
Donc c'est le bootcamp d'Auto hein, qui est fait par Thibaut. Très bon bootcamp d'ailleurs. Et ça m'a permis vraiment, là, ça m'a déclenché quelque chose. J'ai su tout de suite comment faire les choses, comment j'avais imaginé le produit, comment je pourrais mettre en place les fonctionnalités de ce produit à travers Bubble. Donc c'est quelque chose que j'ai fait durant la formation parce que sur la fin de cette formation-là, tu as un projet, un rendu final à faire. Donc on a tous commencé par créer une marketplace. Moi en tête, j'avais le fameux CRM que je voulais créer, mais c'était trop compliqué, je pense, à mettre en place pour un premier projet. Donc je suis parti sur ce projet de marketplace et j'ai continué après, j'ai continué à avancer sur le sujet. Je me suis créé une roadmap de développement. J'ai mis les fonctionnalités maîtresses qu'il fallait que je mette dans cette marketplace-là. J'ai interviewé certains aussi podcasteurs qui m'ont permis voilà, d'avoir plus d'informations sur le besoin final et sur ce qu'ils voulaient voir. Et quand j'ai terminé de créer cette marketplace, je l'ai fait tester d'abord à quelques personnes confidentielles. J'ai ensuite mis mon propre service en ligne dans cette marketplace, le service que je faisais de résumé. Donc j'avais voilà, quelque chose à vendre au travers de la marketplace et à proposer. Et ensuite, après, je suis allé chasser d'autres freelances sur différents réseaux. Ok, ok, donc pas mal d'éléments dans cette réponse. Du coup, notamment le fait d'échanger avec des futurs utilisateurs, donc des podcasteurs, qui t'a permis de récupérer des informations. Il y a définir un MVP, donc les fonctionnalités indispensables au lancement de ton produit. Et ce que tu as fait aussi, ce que j'ai pu observer de l'extérieur, c'est que tu communiquais un peu sur le lancement de ton produit. Tu t'es pas enfermé pendant 6 semaines et sortir du jour au lendemain. J'ai vu que tu as beaucoup communiqué, même quand la plateforme n'était pas encore prête. On pouvait déjà s'inscrire, mettre son email pour recevoir des informations. C'est un peu aussi la tendance de ce qu'on appelle le build in public, c'est-à-dire créer publiquement un projet et partager les différentes étapes. Comment est-ce que tu l'as vécu, toi, cette expérience de build-in public, justement? Bah, pour moi, c'était plus un jeu. En fait, moi-même, j'ai découvert le building public quelques semaines auparavant avec Lucien qui avait créé Bootcamps, d'ailleurs que tu as reçu dans ton podcast. Je suis dans la communauté No Code France, le Slack No Code France. Donc j'ai découvert à travers ce Slack-là et il y a une chaîne Twitch où ils retransmettent certains lives et c'est durant ces lives-là que Lucien avait commencé à créer en mode building public son SaaS Bootcamps. Du coup, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire là aussi. Il ne faut pas rester cantonné à son propre produit, mais il faut en discuter. Et je commençais aussi à être actif sur Twitter. Et je suivais certaines personnes qui, bah, elles-mêmes, n'hésitaient pas à parler de leur projet sur Twitter, à dire ce qu'elles faisaient, comment, pourquoi, à poser des questions. Donc, moi qui ne suis pas très à l'aise avec l'image, j'ai préféré passer par Twitter et communiquer sur le réseau. D'ailleurs, il y a beaucoup d'indie makers et de communautés de no-code sur ce réseau-là, donc c'était le bon. Et ça me permettait aussi de ne pas aller sur LinkedIn, qui pour moi est plutôt un réseau orienté sur ma vie professionnelle. J'essaie de pas trop mélanger les choses. Ok, c'est Voilà, intéressant bah ça. oui. Je préfère avoir un public dédié sur l'un et l'autre des réseaux. Et sur Twitter, c'était Ok, franchement le bon. Et donc j'ai commencé effectivement à créer la landing page qui permettait d'annoncer le projet et de capturer des emails. Donc j'ai récupéré pas mal d'emails de freelance qui se sont préinscrits pour bah, avant la sortie. ok. Du coup, tu récupères ces informations. J'ai vu que d'un côté aussi, tu avais une stratégie SEO, non, par rapport à tout Ouais. ça. Tu as créé quelques articles avant de Alors, lancer la ouais, la plateforme. stratégie, c'est un bien grand mot, effectivement. Je sais que c'est très important de sortir du carcan de tous ces projets, et ça, c'est qu'il faut être visible. Et le référencement, Google fait beaucoup, donc il faut des articles sur son blog. Donc j'en ai créé un de blog tout de suite. Et en article, j'étais chaud pour en faire au moins un par semaine, mais j'ai très vite lâché. J'ai des grosses lacunes en rédaction, donc c'est pas mon fort, je suis pas très créatif à ce niveau-là. Donc peut-être que c'est quelque chose que je reprendrai ou que je déléguerai, mais oui, effectivement, c'est quelque chose de très important. D'accord, ok. Donc, il n'y a pas eu forcément de clients Non, via non, le canal du pas du SEO. tout. Ok, C'était plutôt ok, via mes ok. communications et les recherches que je faisais sur les groupes Facebook, par exemple. Ok. Du coup, là, on en était un peu à cette étape où tu as validé un peu les différents éléments. J'imagine que tu commences à construire un peu ta plateforme. Et du coup, arrive finalement peut-être un moment de lancement. Je ne sais pas si tu l'as matérialisé comme ça, mais du coup, tu lances ton produit. Qu'est-ce que tu fais de particulier pour ce lancement? Alors j'ai tout simplement, bah, j'avais la landing page là, qui tournait et sur laquelle je communiquais. Et ensuite sur mon Twitter, j'avais annoncé une date de sortie. Donc
voilà, une date butoir. Et du coup, ça m'a permis aussi de respecter mes propres délais. Parce que quand tu n'as pas de date butoir, de jalons qui sont fixés, tu peux étendre voilà, la sortie ad vitam aeternam. Et j'ai voulu respecter cette date, chose que j'ai réussi. Et ça m'a permis de sortir le produit à ce moment-là. Et comment j'ai communiqué là-dessus? Bah, simplement sur Twitter, où j'ai annoncé la sortie de la plateforme. J'ai demandé à ce qu'on puisse aussi relayer ce message-là. Et j'ai envoyé un email à toutes les personnes qui s'étaient préinscrites pour qu'elles puissent venir s'inscrire sur la plateforme. Ok. Et du coup, est-ce que tu avais des... on va parler un peu aussi de la construction de la plateforme et des résultats un peu, mais concernant l'email, par exemple, est-ce que tu avais déjà, dès le début, bien segmenté ce qui était freelance et ce qui était podcaster? Ouais, j'avais segmenté les deux. J'ai pas fait plus fort que ça, c'est-à-dire que j'aurais pu aussi segmenter les freelances entre eux sur différents métiers qu'ils auraient pu proposer. Donc j'ai différencié tout de même les freelances et les podcasters, tout simplement sur la landing page, hein. J'avais deux entrées possibles si tu étais freelance ou podcaster. Et c'est comme ça que j'ai pu après segmenter les deux dans mon outil. Ça t'a pris combien de temps un peu de développer la plateforme Bubble, sur Alors, Bubble? compliqué à dire parce que j'ai commencé au mois d'août durant la formation du bootcamp Bubble avec Otto et j'ai terminé fin novembre, il me semble. Mais j'étais pas à plein temps dessus. Comme je te disais, j'ai un métier, Ouais. hein, je bosse de 9h à 18h. Donc pour moi, le plus dur, ça a été aussi de m'organiser dans la vie quotidienne pour pouvoir y travailler le midi. Ça, c'est quelque chose que je faisais déjà sur tous mes autres projets et passions. Le midi, je passe beaucoup de temps là-dessus. Le soir, j'ai beaucoup plus de mal parce que c'est la vie de famille qui reprend et puis on est un peu fatigué de la journée. Donc là, je me suis mis et fixé comme objectif de pouvoir me lever tous les matins à 5h30 pour bosser sur mon projet de 6h à peu près jusqu'à 8h quand je vais au bureau ou même jusqu'à 9h parce que je commence à 9h quand je suis en remote chez moi. Donc ça me laisse une belle amplitude le matin pour bosser sur ces projets-là. Ok. Donc, enfin, t'accordes une attention particulière, j'imagine, toi, à ton organisation pour essayer de bien compartimenter, segmenter et aussi avoir une vie de famille en Ouais, tout parallèle. à fait. Surtout que malheureusement, j'ai des enfants, donc ça c'est pas malheureux. J'ai la chance d'avoir des enfants, mais malheureusement, je les ai pas tout le temps. Donc moi, je les ai un week-end sur deux, et quand ils sont là, du coup, j'essaie d'en profiter un maximum. Donc c'est des week-ends où je ne bosse pas, je ne touche quasiment pas à mon PC. Hmm. Donc voilà pourquoi j'essaie de m'organiser au maximum dans ma semaine. Ouais, c'est important. Et justement, sur le côté pro, récemment, j'avais vu, il y a quelques temps d'ailleurs, je crois que c'était le CEO de la boîte dans laquelle tu travailles, qui a fait une publication et qui, justement, mettait en avant ton profil et ton projet. Du coup, j'imagine qu'en interne, c'est plutôt bien vu dans ta boîte, par exemple, d'avoir un side project, ou en tout cas, pour cet exemple-là. Ouais, ouais. Donc, effectivement, il y a mon CEO Emmanuel qui a mis un message sur son profil LinkedIn, voilà, mettant en avant le produit que je venais de sortir, avec un beau message derrière auquel enfin, je ne m'attendais pas du tout à ce message-là, donc ça m'a fait très plaisir. Et en fait, je pense que ça lui fait plaisir parce que lui-même a des sides à côté. Ok, il est CEO de la boîte, mais il a toujours eu des projets à côté, c'est plusieurs sociétés. Et donc, c'est quelque chose enfin, il aime bien entreprendre. Je pense que de voir ça sur ses collaborateurs, bah, c'est aussi une bonne étiquette. Ça lui permet de voir que les collaborateurs ont toujours envie d'apprendre. Ils ne se reposent pas sur leurs acquis, ils n'hésitent pas à se former, à proposer des choses. Donc c'est vraiment ça, je pense, qui a pu lui plaire. Je crie pas sur tous les toits dans la boîte que j'ai des sides, j'en parle qu'à Ouais. quelques collègues développeurs. Et puis j'en ai parlé forcément avec le CEO lors de voyages communs qu'on faisait pour aller à des salons. Ça permet aussi de parler de choses plus privées. Et donc voilà pourquoi il est au courant de mes projets. Ok, ok. Parce que c'est vrai que c'est un sujet assez récurrent, des personnes qui sont salariées et qui ont un side project. Certains ont peut-être peur d'en parler, peur que ça soit mal vu. Donc c'est toujours intéressant quand il y a de bons retours comme ça d'entreprises qui sont au courant que finalement ça a ses avantages d'avoir des salariés qui ont des side projects. Clairement, ça a des avantages. Moi, le premier avantage que j'ai vu, c'est lorsque j'ai créé, avant We Love Podcast, j'avais monté une boutique en dropshipping pour essayer un peu tout ça, justement, comprendre comment ça marche la création d'une micro-entreprise, comment ça marche la compta, la facturation, le marketing, les ads Facebook, etc. Et c'est lors de la création et du lancement de cette boutique-là que j'ai appris énormément de choses, que ça soit sur de l'administratif, comme je viens de te dire, mais aussi sur WordPress, tout simplement, hein. En interne, on utilise WordPress, on n'est pas encore passé à Webflow, peut-être un jour, mais du coup, ça m'a permis aussi de comprendre comment fonctionnait le e-commerce sur WordPress avec WooCommerce. Et du coup, voilà, surtout que c'est une chose qu'on va peut-être mettre en place chez nous aussi sur la partie professionnelle.
Donc c'est toutes des petites billes que tu peux choper, tu apprends par-ci par-là et après tu essaies de les mettre en application dans ton boulot. Hmm. Du coup, on va rebasculer maintenant sur le projet Bubble, parce que je pense que c'est assez intéressant d'en discuter en détail, parce que on entend souvent des personnes qui créent des projets sur Bubble ou sur des outils en particulier. Là, aujourd'hui, on est avec toi et justement, on va parler de ce projet que tu as développé sur Bubble. Moi, la première question qui me vient en tête et qui pourrait aussi intéresser des personnes qui nous écoutent, c'est au-delà de cet aspect où il faut du temps pour se former, où il faut un certain temps investi, combien ça te coûte aujourd'hui d'avoir un projet sur Bubble qui tourne? Aujourd'hui, ça ne me coûte pas grand-chose parce que j'ai d'abord pris le plan gratuit pour développer mon produit avant de le mettre en ligne. Une fois que tu veux le mettre en ligne, c'est là où tu payes ton forfait Bubble. Le premier prix du forfait Bubble commence à 30 dollars, je crois, donc 25 et quelques euros. Donc c'est vraiment pas cher, surtout si tu arrives déjà à rentrer un peu de cash avec ton produit, ça, voilà, c'est vite rentabilisé. Et derrière, pour mon blog, j'ai un WordPress. Donc là, c'est un hébergement VH traditionnel qui coûte pas vraiment cher à l'année, mais c'est tout ce que ça me coûte aujourd'hui. Ok. Et comme tu le disais tout à l'heure, tu peux développer la plateforme et finalement commencer à payer une fois que tu lances officiellement ta solution, ou une fois que tu lances même en bêta, en test, mais en tout cas avec des vrais Ouais, utilisateurs. c'est ça, exactement. Ok. C'est quelque chose que tu recommandes d'ailleurs, de faire un peu comme ce que tu as pu faire, hein. On a parlé tout à l'heure de tes différentes étapes. C'est ce que tu recommandes avec un peu de recul, ou est-ce qu'il y a des choses que tu aurais pu améliorer ou faire différemment? La seule chose que j'aurais pu améliorer, alors je parle pas de la partie comment lancer un produit, enfin si comment lancer un produit, mais pas sur la partie logicielle et commencer à créer en gratuit puis Hmm. payer. Ça, je pense que tout le monde va le faire comme ça. Là, je suis en train d'apprendre Webflow et pareil sur Webflow, ben, j'ai le compte gratuit qui me permet de faire deux projets et après quand je vais en lancer un, là, je vais payer. Tu es obligé d'y passer par ce mode-là maintenant. La seule chose que j'aurais dû faire autrement, alors j'ai essayé de le faire via mon compte Twitter, mais c'est vraiment créer une communauté. Malheureusement, Ok. aujourd'hui, je n'ai même pas encore de communauté liée à mon produit. J'ai juste des emails et surtout des emails de freelance, mais je n'ai pas aussi de communauté de podcasteurs. J'ai pas un Discord, j'ai pas un Slack sur le produit qui me permettrait d'attirer des podcasteurs. Et ça, je le ferai différemment, je pense. D'abord, créer la communauté, c'est vraiment important avant le produit. D'accord, ok. Ce qui est d'ailleurs un projet en soi, hein, finalement, de gérer une communauté, hein. Ça demande énormément de temps et d'énergie. Euh, et du coup, tu as lancé ton produit. C'est quoi un peu les retombées que tu as eues lors de la première semaine ou premier mois de lancement de We Love Podcast? Alors sur les premiers mois, j'ai eu des bons chiffres en termes d'inscription parce que j'allais moi-même chasser les freelances sur 5euros.com, sur les groupes Facebook dédiés au podcast. J'avais vu sur ces groupes que voilà, certains podcasteurs cherchaient des freelances, certains freelances proposaient leurs services. Je me suis dit, bon, bah, j'ai plus qu'à aller leur parler en message privé et puis effectivement, ça a bien marché. J'ai lâché un peu aussi ce modèle-là. Là, j'ai une quarantaine d'inscrits et autant d'offres de services sur ma plateforme. Donc j'ai laissé tomber un peu ça pour le moment. J'essaie de voir ce que ça peut donner en organique par le bouche à oreille, tout simplement. Donc je vais essayer de mesurer ça. Et quand j'aurai réussi à le mesurer, que ce soit bon ou mauvais d'ailleurs, hein, je pense, commencer à lancer des Facebook Ads pour justement sur ces groupes mettre en avant la plateforme. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, sur We Love Podcast, tu as quand même une offre qui est assez complète en termes de mission freelance, ou en tout cas de prestations. Tu as de tout, hein. Ça va ouais, du montage à la rédaction d'articles, comme tu disais tout à l'heure. C'est vraiment, tu as même je crois, des personnes qui proposent des voix off, de transformer des extraits de ton podcast en vidéo TikTok ou en vidéo YouTube. Et donc, ça, à ce niveau-là, je pense que tu as une offre qui est vraiment intéressante, vraiment complète. Et du coup, au niveau podcaster, du coup, quelle a été la manière d'aller chercher des personnes qui pourraient utiliser ta plateforme? Alors pour l'instant, je ne suis pas encore allé les chercher. Parce que dans les plateformes, les marketplaces, hein, c'est le problème de l'œuf et la poule. Il faut bien commencer par avoir quelque chose, l'un des deux. Hmm. Je pense que moi, la valeur ajoutée est sur l'offre d'abord. Et après, faire connaître la plateforme aux clients, ça sera beaucoup plus simple s'il y a beaucoup de contenu de qualité. Donc, j'ai pas encore été discuter et chercher ces podcasters-là. J'en parle juste à mon réseau proche. Toi, tu étais au courant. Il y a mes anciens clients sur les résumés qui sont au courant aussi. Puis après, ça se passe un peu le mot entre eux.
Donc j'ai pas encore beaucoup de ventes non plus, hein. J'ai principalement un bon client aujourd'hui qui fait appel à plusieurs services sur la plateforme. Euh, pour l'instant, voilà où j'en suis. Je pense faire ça pendant quelques mois. Ça me permet aussi d'améliorer le produit avec les retours que j'ai, que ce soit des freelances ou de ce client-là. Je vais améliorer le produit, le designer un peu autrement. Et quand il sera vraiment bien mature, là, je vais attaquer la partie client, donc aller chercher les podcasts. D'accord, d'accord. Et justement, euh, tu vois, tu as eu toute ta partie où tu interroges des utilisateurs, donc notamment des podcasteurs. Tu as des personnes qui s'inscrivent, comme moi d'ailleurs. J'ai dû m'inscrire à la newsletter en attendant que la plateforme sorte. Effectivement, en tant que créateur de podcast, ou même peu importe, on prend l'exemple d'une autre marketplace, mais quand il y a une marketplace spécialisée sur ce type de sujet, bah, on est enthousiaste parce qu'on se dit que finalement, on va trouver des réponses à nos problématiques, on va trouver des personnes qualifiées, etc. Mais je pense que toi, vu que tu l'as vécu en interne, je pense que tu as vu cet engouement-là. Et finalement, derrière, lorsqu'il y a eu la sortie de la plateforme, il n'y a pas eu forcément cet engouement qui s'est traduit en vente ou en prestation. Je prends mon exemple, par exemple, où j'étais enthousiaste à la sortie de cette plateforme. Et en fait, je te pose la question parce que tous les créateurs, enfin même moi, ça m'est déjà arrivé de préparer une sortie, de préparer un produit et que les gens te disent finalement on est intéressé, etc. Et arriver à la sortie du produit, et ben effectivement ça se traduit pas. Comment est-ce que toi déjà tu le vis? Comment est-ce que tu le traduis? C'est-à-dire en termes de ce que tu pourrais améliorer et finalement quelles sont les raisons qui font qu'on arrive à ce résultat? Ouais, il y a deux raisons, comme tu disais. La première, c'est le manque de communication. Malheureusement, tu vois, tu parlais de la newsletter et aujourd'hui, un peu comme les articles de blog, j'ai laissé tomber ça. Je suis beaucoup plus technicien et donc j'aime bien bidouiller et créer le produit plutôt que de créer la com qui va autour. Je suis pas du tout bon en marketing, malheureusement. Donc il y a déjà cet effet-là. Au début, tout le monde est content, mais après, il faut maintenir cette communication et cette relation. Et deuxièmement, ça s'explique simplement par le fait que les podcasteurs n'ont pas tous des budgets pour déléguer. Tout le monde aimerait déléguer, mais tout le monde ne va pas le faire, ne va pas pouvoir le faire. Donc il y a des podcasts qui sont voilà, avec zéro budget. Il y en a qui ont du budget parce qu'ils ont des autres side business à côté et ça permet d'avoir du cash pour payer ce travail-là. Le podcast pour eux c'est juste un canal d'acquisition pour leurs autres side business. Et après, tu en as où c'est vraiment des gros podcasteurs avec déjà une équipe en place, pourquoi pas en interne. Si tu prends Génération Do It Yourself, j'ai déjà parlé avec Mathieu, tu vois il a déjà l'équipe en interne, donc il n'a pas besoin d'aller chercher sur une marketplace comme la mienne ce genre de profil-là. Donc il faut trouver le juste bon milieu, et quand je l'aurai Ouais. bien trouvé et ciblé avec la bonne offre, c'est comme ça que je te disais que je vais attaquer les podcasteurs, je vais pouvoir aller les chercher, et là ça va passer par de la com et de la pub. Ouais, finalement, c'est affiner le persona pour trouver le bon persona. Et toi, tes critères dans ton persona, c'est finalement bah, éventuellement le nombre d'écoutes. Est-ce que c'est un podcast qui est sponsorisé ou pas? Parce que du coup, si c'est sponsorisé, potentiellement, il y a un budget. Donc, c'est ces différents critères finalement que tu vas affiner au fur et à mesure. Exactement, ouais. Et je pense que du coup, ça sera pas les gros podcasts Ouais. qui ont du budget mais qui passeront par d'autres moyens. Et j'ai une idée aussi actuellement qu'on m'a soufflé, c'est un ami Malcolm qui m'a soufflé ça. Il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui ont leur propre podcast en interne, donc des podcasts B2B. Moi-même, je suis dans le digital, tu vois, c'est un SaaS pour industriel dans la transformation digitale. Et on a remarqué que certaines autres entités comme les nôtres avaient des podcasts en interne. Et je pense que ce genre de marché, donc du B2B, pourrait me permettre de trouver une nouvelle clientèle à laquelle je n'avais pas pensé dès le départ. Ok. Donc, pas forcément des créateurs, mais effectivement des Voilà, des entreprises. entreprises qui, Ok. elles, passeraient beaucoup plus facilement par des plateformes de genre 5euros.com ou Fiverr, et donc We Have Podcast aussi. Hmm. Ouais, parce que moi, je reprends mon exemple. On en a déjà parlé, mais effectivement, moi aujourd'hui, le podcast, il est pas sponsorisé, donc il fait pas de rentrée d'argent. Mais du coup, effectivement, c'est comment dirais-je? Ouais, c'est cet affinage finalement à faire, à continuer. Et là, tu donnais un exemple très intéressant où tu parlais un peu des agences, ou en tout cas des entreprises, pardon, qui ont un podcast. Et j'ai vu passer un tweet il n'y a pas longtemps que tu as fait, où tu parlais de justement, d'éventuellement
euh, évoluer vers une forme d'agence. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, bien vu. Je vois que tu me suis vraiment sur les réseaux. En fait, j'avais eu l'idée, pourquoi pas, de transformer cette marketplace ou alors d'ajouter quelque chose de supplémentaire pour proposer un service plutôt orienté en mode agence. Et donc, le podcasteur, plutôt que de chercher à la fois un monteur, à la fois un rédacteur, à la fois ceci, cela sur la plateforme et devoir du coup traiter avec chacune de ces personnes, donc ça lui prend du temps au final de traiter avec ces personnes-là sur la plateforme, pourquoi pas offrir un package complet qui te proposera du montage audio, du montage vidéo, de la rédaction de contenu et plein d'autres choses, mais de packager tout ça, de proposer un service premium tout en un. Et donc le podcasteur, du coup, n'a plus qu'à choisir ce qu'il lui faut, dire OK, il me faut ça, voici mes conditions, on paye, et voilà. Donc être plutôt au format agence que plateforme de mise en relation. Ok. Et du coup, tu vois, c'est un peu ce qu'on parlait tout à l'heure avec la Side Hustle Stack, où en gros, tu as différentes briques, différentes piles que tu pourrais empiler en fonction de tes choix, mais aussi en fonction de tes opportunités. Durant le podcast, tu nous as parlé du CRM rapidement, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu entends par CRM justement pour We Love Ouais. Podcast? Euh, Moi, l'idée de base, c'était ça, hein, le fameux CRM, parce que, encore une fois, Anthony Ekmetz l'a fait avec les photographes, avec Photo Studio. Euh, Moi, je voudrais le faire dans le milieu du podcast parce que ça me plaît et parce que je vois comment Martin, par exemple, peut fonctionner avec ses invités. Voilà, il tient tout ça sur un Notion, il a la liste de ses invités, les dates d'enregistrement, il a les liens Riverside, etc., qui sont incrustés pour chaque invité prévu. Euh, et par contre, il y a des avantages à ça, c'est que la personne n'est pas relancée au bon moment, il manque peut-être des informations, et après, qu'est-ce que tu fais de cette personne-là? Une fois que tu l'as relancée, que l'épisode est tourné, qu'est-ce que tu en fais? Ça vaut toujours le coup de la recontacter quelques mois plus tard pour faire le point sur son projet, éventuellement la réinviter. Ça vaut aussi du coup le jour de la sortie de l'épisode ou la veille de lui proposer un email automatisé avec des assets, donc des petites images, des vignettes, des corps de texte déjà écrits qui lui permettraient juste de les copier-coller sur ses propres réseaux pour faire la pub de l'épisode. Donc il y a plein de choses à faire autour de la relation client et de ta gestion client quand tu es podcasteur et invité. Je pense que le CRM a quelque chose à amener là-dessus. Et par contre, c'est difficile parce qu'il y a plein de CRM qui existent, il y en a des dizaines, hein, et il ne faut Hmm. pas faire une copie d'un CRM. Sinon, voilà, tout le monde ne va pas trouver son bonheur et ça ne sera pas la chose qui différencie ce CRM d'un autre. Donc je Hmm. pense que voilà, il faut Oui. que je prenne le temps de poser vraiment toutes mes billes et de savoir qu'est-ce qui manque à chacun et après d'agréger toutes ces informations-là pour sortir le meilleur des produits. Ouais. Et donc, effectivement, pour ceux peut-être qui n'ont pas connaissance de cette notion de CRM, donc un CRM, c'est un outil qui permet de gérer un peu ses deals et ses opportunités dans une entreprise, où en général, ça va être des sales qui vont noter un peu les opportunités en cours. Et là, finalement, la version pour photographe, par exemple, c'est noter toutes les personnes qui ont demandé à réserver une séance avec un photographe et au fur et à mesure pouvoir traiter la demande sur cette plateforme-là, c'est-à-dire sans quitter la plateforme. Et donc toi, évidemment, tu voudrais faire la même chose pour les podcasts. Et c'est vrai que je pense que voilà, à déterminer au fur et à mesure avec les besoins, etc. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, on avait notre enregistrement de podcast. Et j'ai créé une invitation, mais j'ai pas mis le lien dans l'invitation pour qu'on puisse se retrouver sur ce lien pour enregistrer. Donc, par exemple, ça réglerait ce type de problème. Exactement. Il y a d'autres pistes que tu as en tête par rapport Ouais. à We Love Podcast, parce qu'en fait, finalement, maintenant que tu es rentré dans un sujet qui est le sujet du podcast, tu as plein de possibilités, j'imagine. Effectivement, moi, We Love Podcast, j'aimerais en faire une sorte de studio qui me permettait de créer des idées, de les tester, et si ça marche, bon, je les implémente à l'intérieur de We Love Podcast. Donc aujourd'hui, j'ai fait la marketplace, on parle du CRM, pourquoi pas sortir un service premium en mode agence. J'ai aussi en tête d'intégrer une IA de reconnaissance vocale qui permettrait de transformer un audio d'épisode en texte. Donc il y a d'autres applis qui le font très bien, mais qui peuvent coûter un peu cher. Et j'aimerais trouver quelque chose de très simple. Pas beaucoup d'options, tu poses juste ton audio et en sortie tu as ton écrit, mais sans trop de fioritures, qui me permettrait là aussi de proposer ça en mode SaaS avec un prix très attractif par rapport à d'autres personnes qui font déjà ça. Ok, Mais voilà, c'est ce que ok. j'ai en tête. Je voudrais tester plein de sujets autour du podcast dans We Love Podcast, et donc ça ne serait pas qu'une seule plateforme de mise en relation.
Ok. Et du coup, euh, tu sais, tu parlais tout à l'heure de faire l'image entre l'œuf et la poule dans une marketplace. C'est un peu l'exemple qu'on sort souvent parce qu'en fait, finalement, une marketplace, effectivement, il faut avoir les deux parties pour que chacun puisse trouver son offre. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait lancer une marketplace? Le conseil que je donnerais, c'est avant tout d'être niché, d'avoir une audience, un public très restreint, ce qui permet de créer une cohésion. Donc le bouche à oreille se fait plus facilement quand c'est quelque chose qui répond vraiment à une pain d'un domaine donné. Donc quand tu es niché, ça permet d'aller plus vite aussi. Donc tu prends une petite part du gâteau, mais tu la prends plus vite que si tu voudrais t'attaquer à quelque chose de plus gros. Et donc commencer par étudier, par exemple tu vois Airbnb, ils vont se concentrer pourquoi pas sur des régions ou des pays ou des événements, et derrière amener les personnes qui sont concernées par ça. Et voilà, c'est ce que je proposerais, moi, c'est de dire il faut se nicher. D'accord. Après, Vraiment, comment lancer et comment trouver, on parle de l'œuf ici, comment trouver l'œuf, c'est d'attaquer aussi des audiences et des réseaux qui sont sur cette niche-là, et moi je le fais par des groupes Facebook. ouais, ok. Et effectivement, tu avais un peu de cette stratégie d'aller sur d'autres plateformes qui sont généralistes et d'aller leur envoyer des informations, un peu aussi comme ce qu'a fait Airbnb à ses débuts. C'est un peu le hack qu'on ressort, où Airbnb allait chercher sur Craigslist, qui est l'équivalent du Bon Coin, des personnes qui mettaient en location des logements, et pour leur dire, bah, vous êtes sur une plateforme généraliste, qui est le Bon Coin, enfin Craigslist, bah, du coup, venez sur notre plateforme, où nous, on est une plateforme de niche, où il y a uniquement des logements en location. Ouais. C'est un peu ça, c'est ce que j'ai fait. Et donc via Facebook, via les groupes, via les sites de freelancing aussi plus généralistes. Et maintenant, j'essaie aussi d'aller directement détecter des profils LinkedIn de monteurs audio, par exemple, ou de rédacteurs, pour leur proposer d'échanger ensemble directement. D'accord. Même si au départ, je disais que je ne mélangeais pas LinkedIn et Twitter, mais ils ont franchement des bons réseaux à ce niveau-là et ça peut faire du bouche à oreille aussi. Ouais. Et du coup, plus généralement, dans ton aventure de créateur de side project, euh, on a parlé de la vie perso tout à l'heure, on a parlé un peu de l'acquisition, mais c'est quoi la grande leçon que tu retires de tout ça? Encore une fois, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui est salarié et qui voudrait lancer un side project? Avant tout, forcément, enfin, comment je peux dire ça? Pas forcément avoir l'envie de faire de l'argent avec son projet. C'est avant tout un projet qui doit être comme une passion. Je le disais en introduction, ça peut être des gens qui vont faire du jardinage ou voilà, de la mécanique auto ou même du sport auto. Quelle que soit ta passion, il faut aimer. Si tu fais ça par contrainte et si tu as envie d'arriver à un résultat, par exemple, moi, si je fais du sport, le sport, ça va être pourquoi? Pour moi, ça va être pour maigrir, pour perdre du poids, pour me muscler. Mais je vais pas tenir sur la durée. Parce que pour moi, c'est trop loin, le but est trop loin. Être fit, aujourd'hui, tu vois, c'est pas mon fort, je vais pas y arriver en 2 mois. Euh, il faut vraiment aimer ce que tu fais, et je pense qu'il faut aussi mettre des jalons, tout simplement. Tu te dis, bah voilà, l'objectif à 30 jours, c'est ça, comment je vais arriver à cet objectif-là, et tu vas décomposer ton travail pour arriver à cet objectif-là. Et petit à petit, après, ça monte, mais il faut avant tout avoir la passion de ce que tu fais. Ouais, et pour refaire le parallèle avec l'objectif enfin, faire du sport, la passion, finalement, c'est ce qui te permet de tenir sur la Ouais. durée. Parce que quand tu lances un side project et que tu vas pas avoir forcément de résultats au début, eh ben, si t'as pas la passion de continuer sur un sujet, sur explorer une thématique comme par exemple le podcast, mais il y en a d'autres, eh ben, tu vas forcément lâcher plus rapidement. C'est clair. C'est clair parce qu'il y aura toujours un soir où tu vas te dire bon, bah, ce soir j'ai pas envie, je le ferai demain. Tu vas procrastiner. Le matin, tu vas pas te lever parce que tu es sorti la veille, donc tu vas pas travailler sur ton projet. Mais au moins, le fait d'aimer ce que tu fais, ça te force à te lever et tu sais pourquoi tu te lèves. Ouais. Bah, écoute, merci beaucoup, Michael. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour finir cet épisode de podcast? Bah, moi, le dernier mot que j'aurais, c'est comme beaucoup de makers qui font ça à côté de leur boulot. Souvent, enfin, il y a beaucoup de devs qui le font déjà, mais de plus en plus des gens non devs. Ouais. Et faut pas que le dev informatique soit une contrainte. Au contraire, aujourd'hui, il y a tous les outils qu'il faut pour y arriver. La preuve en est, notamment Bubble. Et c'est Bubble un outil très intéressant avec voilà, t'as une montée en compétence sur l'outil qui est assez longue parce qu'il faut l'appréhender.
mais une fois que tu le maîtrises, je pense que tu peux faire tout ce que tu veux. Donc ne pas avoir peur de s'y mettre parce qu'on ne se sent pas capable de le faire et ne pas avoir peur de se former. Donc prendre le temps de se former aussi aux outils avant de se lancer. Et une fois que tu as une passion, que tu n'as pas peur de te lancer, que tu es bien armé, tu ne peux qu'avancer, je pense. Ok. Bah écoute, je te rejoins parfaitement dans ce mot. Effectivement, c'est aussi le combat de 10 000 heures. C'est de faire en sorte que de plus en plus de créateurs, de salariés en tout cas, se lancent et de franchir un peu cette barrière technique, mais aussi mentale, tu vois, de se dire, bah non, c'est pas pour moi, j'ai pas les compétences ou j'ai pas les épaules ou encore une fois, qu'est-ce que pourrait penser mon employeur du fait que je lance un projet en parallèle. Donc on essaye un peu de contribuer à ça et de faire en sorte qu'un maximum de personnes se lancent. Et donc voilà, ton témoignage aide à cette cause. Donc merci beaucoup, Michael. De Où rien. est-ce qu'on peut continuer à te suivre et à suivre ton aventure? Alors, le mieux pour me suivre, c'est sur les réseaux comme Twitter, donc Michael Bourgois sur Twitter. Forcément aussi sur LinkedIn parce que j'y suis très présent, mais de manière, voilà, c'est plutôt sur le côté pro, mais vous pouvez venir me parler tout de même sur LinkedIn, il n'y a pas de souci. Et après, ben voilà, c'est à peu près là où je suis. Sinon, c'est plutôt sur les communautés no code, comme No Code France, le Slack de No Code France. Et vous pouvez me trouver là-dessus aussi. Super. Ben, merci beaucoup, Michael. Bon courage pour la suite de ton aventure et puis Merci, à très vite. à très vite, salut. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Toutes les informations et les liens évoqués durant notre échange sont disponibles sur le site du podcast. Vous y trouverez également le Samedi Club, la communauté des créateurs de Side Project dans laquelle vous pourrez échanger avec d'autres créateurs. Que vous soyez au stade de la recherche d'idées ou que vous monétisez déjà votre Side Project, rejoignez-nous sur samedi.club.